Chez Chemi, le Conseil économique, social et environnemental fête ses 12 ans. Après tant d'années, qu'est-ce qu'il y a eu comme renouvellement, que ce soit au niveau des instances ou au niveau du fonctionnement? Il n'y a pas eu jusqu'à aujourd'hui de renouvellement des membres du Conseil. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde continue à travailler, d'accord? Et on a même été plus productif ces dernières années. Maintenant, c'est un process qui demande un décret pour décider quels sont, par exemple, les syndicats qui sont les plus représentatifs, qui décident quelles sont les organisations, je dirais, patronales qui devraient être présentes, quelles sont les ONG qui devraient être présentes. Une fois que ce décret est passé, et il est passé maintenant, on demande, le chef du gouvernement et les deux présidents des deux chambres du Parlement font des propositions à Sa Majesté, qui lui-même nomme une catégorie d'experts. 24, c'est lui qui décide des gens qui sont dans cette catégorie-là. Et ensuite, il y a une nomination royale et donc ils sont installés, ils seront installés quand ça se fera. Maintenant, les instances du Conseil, on les renouvelle tous les ans. C'est les représentants des catégories, ce sont les présidents des commissions, c'est les membres du bureau, parce que ça permet d'avoir une démocratie interne vivante. Vous avez récemment lancé la plateforme Usharico, donc c'est une plateforme digitale participative. Donc est-ce que vous pouvez nous dresser un premier bilan de sa mise en place? C'est l'idée même qui est plus intéressante que le parcours jusqu'à aujourd'hui, c'était de dire le Conseil ne doit pas rester juste une sorte de think tank renfermé sur lui-même qui fait des rapports intéressants sur des sujets pertinents, et on en parlera, et qui ensuite envoie ces rapports aux parties prenantes, qui sont principalement le gouvernement et le Parlement. Mais c'était de dire comment on peut faire participer le citoyen à la proposition d'idées, de sujets sur le rapport, à l'élaboration des rapports en faisant des constats, des recommandations. D'accord ? Aujourd'hui, nous avons fait 25 consultations depuis le lancement en janvier sur la plateforme Usharico, et 25 consultations sur le harcèlement sexuel, sur le rôle de la femme, sur la jeunesse, sur les zones montagneuses, sur les fake news. Vraiment des choses intéressantes. Nous avons eu plus de 25 000 contributions et je pense que vraiment la sauce est en train de prendre. À travers vos avis, vous émettez beaucoup de recommandations. Est-ce que vous estimez que vos recommandations sont prises en compte par le gouvernement? Alors, si je devais répondre par oui ou par non, je dirais pas assez. D'accord ? Maintenant, il faut comprendre. Nous avons plusieurs types de recommandations. Nous avons des recommandations qui sont des recommandations conjoncturelles pour des sujets d'actualité. J'en ai cité quelques exemples. Nous avons des recommandations qui sont plus de la prospective, moyen terme, long terme. Donc vous voyez déjà, la prise en compte de ces différentes recommandations ne peut pas être faite de la même façon. Le temps politique. Il y a le temps politique. Et nous avons aussi des recommandations qui touchent des sujets sensibles, sociétaux, où il n'y a pas d'accord. Et moi, ce que je dis, on fait évoluer les consciences. On aide à façonner les consciences de demain. Maintenant, il faut dire on a retrouvé, par exemple, on fait des recommandations sur les PPP, par exemple. Premier projet de loi sort, il n'y a aucune recommandation. Deuxième projet de loi sort, on trouve beaucoup de nos recommandations dans le projet. Quand il y a eu le nouveau gouvernement qui s'est installé, il y a 1 an et demi de cela à peu près, nous avons fait un envoi, je dirais, des recommandations principales, aussi bien au chef de gouvernement qu'au président des deux chambres du Parlement. Et on a retrouvé qu'il y avait une résonance, directe ou indirecte, entre nos recommandations et beaucoup d'actions qu'ils avaient prévues dans le programme gouvernemental. Donc c'est bien. Récemment, il y a eu un classement qui est sorti à propos de l'indice sur la misère. Le Maroc a enregistré justement un net recul, passant de la 115e place à la 68e. Pourquoi le Maroc, en général, a du mal à réduire ces disparités sociales? On le voit même avec les classements établis par l'ONU. Je cite par exemple l'IDH. Je pense que beaucoup de pays ont été fragilisés ces dernières années. Il faut le reconnaître, d'accord, avec ce qui s'est passé en Ukraine, qui a eu un impact sur les hydrocarbures, sur certaines matières premières. La tonne de charbon a explosé, etc. Et puis bien sûr la sécheresse qui nous a touchés. Nous sommes pratiquement à la 4e ou 5e année de sécheresse. D'accord ? Et on sait quel est l'impact de l'agriculture
sur l'âge. Donc ça, je dirais c'est conjoncturel. Maintenant, il y a ce qui est structurel. Il ne faut pas l'oublier. Quand on prend l'indice de développement humain, l'analphabétisme est un des critères. Vous ne pouvez pas changer l'analphabétisme comme ça. Il faut attendre des générations et des générations. Ça, c'est une deuxième explication. Il y a une troisième explication. C'est qu'on ne va pas assez vite au Maroc sur des réformes qui sont des réformes fondamentales. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui est un pays difficile où on essaye d'avoir cette idée du consensus. Moi, j'ai toujours donné cet exemple-là. Je dis, si vous prenez de l'eau et qu'elle est en haut d'une colline et vous la laissez couler, qu'est-ce qu'elle va faire l'eau ? Elle va trouver le chemin de moins de résistance. Elle va contourner une pierre, elle va contourner un arbre, elle va descendre dans la rigole, etc. Elle arrive en bas de la colline, mais ça prend beaucoup de temps. D'accord ? Il y a une autre façon de faire, c'est de dynamiter la pierre, enlever l'arbre, tracer un canal et l'eau, elle va arriver beaucoup plus vite. Nous sommes beaucoup, enfin, on a toujours été dans le premier cas de figure, pas dans le deuxième. Vous estimez et que donc, ça prend du temps. Vous estimez que c'est la bonne voie ? Mieux vaut contenter tout le monde et éviter de... Franchement, moi, je suis par nature, moi, j'aurais creusé le canal, d'accord ? Mais bon, peut-être que tant mieux pour les Marocains que c'est pas moi qui prends la décision de le creuser ou pas, d'accord ? Est-ce que vous pouvez nous révéler sur quel thème vous êtes en train de travailler actuellement ? Alors, il y a un sujet qu'on a fini, sur lequel on a travaillé en 2023, c'est sur les urgences médicales. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Et vraiment, on a fait des découvertes extrêmement intéressantes. Si vous avez malheureusement un accident sur la voie publique, ben c'est juste la protection civile, elle seule, qui a le droit de vous prendre pour vous emmener à l'hôpital ou à une clinique. Personne d'autre ne peut intervenir. Juste en changeant ça, ben vous pouvez avoir une prise en charge des accidents de la route qui, de loin, sera améliorée. D'accord ? C'est juste un exemple. Et il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles parce qu'on a retracé le process des urgences, de l'appel téléphonique, d'accord, jusqu'à la prise en charge, je dirais, médicale. Par exemple, l'apprentissage des gestes de premier secours. Par exemple, à l'école. Mais même sans aller dans les écoles, dans les espaces publics, monsieur. D'accord, on a fait ça, on a regardé ça. Vous avez, je ne vais pas les citer, mais ils sont cités dans le rapport, des espaces publics où il y a une très grande fréquentation, d'accord, où il n'y a pas de défibrillateur, par exemple. Donc ça, c'est un point important. Nous avons un deuxième sujet que j'aime beaucoup, c'est les investissements d'avenir. On s'est dit, quel genre d'investissement le Maroc, si on pouvait avoir en disant, voilà, ça c'est la priorité, ce sont peut-être pas des investissements tout de suite, mais c'est des investissements d'avenir. La mendicité dans la société marocaine. Et la mendicité nous a été suggérée par la plateforme Mouchalico, par les citoyens. D'accord ? Ils nous ont aussi demandé de traiter la sécurité alimentaire. D'accord ? Donc on a un sujet, ce nexus eau, énergie et alimentaire. Donc, si vous voulez, peut-être juste un autre sujet aussi qui est important, c'est la réforme des systèmes d'agrément. Pourquoi il y a certains qui profitent et d'autres pas ? D'accord ? Voilà, donc on travaille sur beaucoup de sujets. Tout un programme. On espère qu'on aura l'occasion de rediscuter avec vous. En tout cas, merci encore, Sichami, d'avoir répondu à aux questions de la Vie Éco. Avec plaisir. Ça fait un plaisir de vous recevoir.